en ait un tous les 10 ans et que ce soit sur la fin de la Belgique. Ça, ce serait une mauvaise idée. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on a vu le Brexit, et ce qu'on voit aussi dans les référendums en Écosse ou les référendums en Catalogne. Les gens ne mettent pas que la question de l'indépendance, ou dans les référendums en France, quand on demande est-ce qu'il faut réduire ou allonger le mandat du président français. On fait trop peu de référendums pour que les gens répondent exclusivement à la question. Moi, je pense que c'est un bon outil s'il est utilisé fréquemment, de telle manière qu'il soit un peu plus banalisé. Oui. Ça ira? Voilà, j'avais essayé d'être claire parce que beaucoup de choses se bousculent dans ma tête depuis des années d'ailleurs, étant donné que j'ai beaucoup participé à l'éducation populaire. Et vous parlez maintenant de cette analyse, elle est claire pour moi, elle est vraiment quelque chose que nous ressentons. Les partis sont en panique, ça c'est sûr. Je apprends avec bonheur que la région de Londres serait peut-être un petit peu plus consciente de solutions. Mais ce qui me tarabiscote depuis toujours, c'est la capacité du citoyen. On vient de souligner un aspect important, comment va-t-il trouver le temps, comment pourra-t-il se payer cette participation citoyenne? Mais il y a plus fondamental encore, qu'est-ce qu'il y a comme bagage, comme connaissance de la démocratie? Nous avons une population qui, depuis l'après-guerre, ceux qui ont vécu ces périodes-là, heureusement, ont pu comprendre des choses à cause des drames qu'ils ont vécus et de la façon dont ils ont dû se battre pour remonter dans une vie plus humaine. Mais depuis, la société de consommation a gagné partout, et surtout elle a tué des gens dans leur désir d'être respectés comme citoyens. Et moi, je me dis, trouver des solutions, j'y participerai encore, comme on le fait maintenant, mais depuis un certain temps, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas exiger de nos pays, qui sont quand même en Europe assez démocratiques, sauf bien sûr les conservateurs et toutes sortes de caractères qui veulent jouer un rôle politique qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt du collectif, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour donner les bases qui permettront aux citoyens de savoir ce que c'est que le monde? Oui, bien sûr, il y en a énormément qui peuvent voir à travers des documentaires et des débats. Et puis on voit aussi la gymnastique de Macron, la gymnastique de l'Église, mais ça ne me rend pas moins compétent pour pouvoir donner mon opinion sur la gestion économique. Et s'il y a une question sur laquelle nous luttons, c'est bien qu'est-ce qu'il va y avoir comme relance économique. Tout le monde, dans les mois qui viennent de passer, a dit qu'il faut mettre l'humain au centre de l'économie. C'est bien beau. Il y a quand même les Chinois et les autres qui commencent aussi à entrer dans cette réflexion sans doute. Mais comment allons-nous être compétents? Alors moi j'ai eu la chance d'entendre quelqu'un qui est Michel Bowens, qui est paraît-il belge, mais beaucoup plus connu par ses travaux internationaux, et qui nous a parlé de l'incapacité citoyenne. Mais il n'a pas donné non plus la manière dont on pourrait en capaciter les citoyens. Et moi je me dis, je suis une syndicaliste depuis des années, au lieu de tuer nos gens à essayer de trouver un emploi qu'ils ne pourront pas avoir, au lieu d'attendre que les robots nous mettent encore plus en nombre sans travail et sans emploi rémunéré, est-ce qu'on ne pourrait pas exiger de notre gouvernement, pas tous les partis seraient d'accord, mais peut-être quand même il y en a peu qui oseraient dire non, à former les gens adultes? Parce que oui, on parle à l'école, comme enseignement, etc. Mais les jeunes, aujourd'hui, il y en a qui sont plus conscients, mais souvent les jeunes, ils n'en ont rien à cirer, gérer la société. C'est quand on est soi-même victime de la gestion, de l'incompétence, le mot est trop fort, mais du manque de projet humain. Or, les valeurs religieuses, bon, si elles reprennent dans certains domaines, religieuses, philosophiques ou autres, elles ne se traduisent pas vraiment dans l'intérêt d'une société qui donnerait vraiment à tout le monde. Je pourrais en dire encore plus pour expliciter ce que je dis, mais je vous avais posé la question quand vous êtes venu au Congrès
colloque organisé par la ville de Charleroi, je suis de Charleroi, je vous avais dit où sont les animateurs qui peuvent traduire ce que les citoyens eux-mêmes se disent. Il y a des gens qui ont des connaissances de tous ordres, mais le vocabulaire même nous empêche de le comprendre. Et si on veut vraiment une citoyenneté la plus large possible, ce n'est pas à ceux qui ne suivent pas les émissions journal télévisées, les débats de tout genre, qu'on va pouvoir arriver à discuter de ces choses tellement imbriquées. Il faudra choisir, mais pour choisir, il faut apprendre la globalité d'une manière aussi succincte que possible, et puis aider ceux qui voudront prendre la parole à devenir, non pas des experts, mais qui voient clairement, qu'ils sachent analyser les choses, pour pouvoir, avec des mots dans leur entourage, dire ces choses-là. Mais maintenant, je vais quand même me permettre de dire quelque chose au sujet des syndicats. Je dois être plus courte, mais je pense que l'essentiel sera vu pour moi, c'est que les syndicats sont quand même autre chose que les partis, mais malheureusement, ils n'ont plus non plus la confiance. Et remonter le courant chez leurs affiliés, en parlant de citoyenneté et de délégation élective, là, je crois que c'est encore toute une autre analyse qu'il faudrait faire. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette question et aussi pour cette contribution. Pour essayer d'y répondre, je dirais qu'il faut, ça me semble crucial, un investissement important dans un programme d'abord d'éducation à la citoyenneté, et je pense que vous avez tout à fait raison, on doit mettre les moyens pour que cette encapacitation, moi je ne sais pas très bien comment dire, se fasse pas simplement à l'école secondaire. Je pense que là il y a un premier élément, mais qu'elle doit se faire aussi tout au long de la vie, et qu'on doit penser en termes d'éducation permanente à la citoyenneté, ce qui est d'ailleurs a priori dans le décret d'éducation permanente un des éléments repris, et je pense qu'on doit investir. Et on peut rester. À un moment, si une volonté politique a réussi à émerger pour dire qu'il est crucial que les personnes qui arrivent d'un autre pays sur notre territoire passent par un parcours d'intégration, il y a la preuve qu'on peut mettre en œuvre des moyens pour donner accès à ce genre de choses. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'il faut un plan d'éducation à la citoyenneté tout au long de la vie. Deuxième élément, je pense, qui est important, c'est qu'il faut un accompagnement sur les moments de participation. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel on ne fait pas assez référence. C'est notamment dans les assemblées citoyennes, dans les moments délibératifs, mais aussi au moment des élections et des éventuels référendums, il faut un accompagnement pour présenter les enjeux, pouvoir donner accès à l'information, et notamment dans ces assemblées citoyennes, on le voit, il y a de très bons exemples au Brésil, où clairement, si on arrive à faire participer dans des quartiers pauvres au Brésil, on doit pouvoir y arriver ici, mais où les personnes qui ont plus de difficultés ont un accompagnateur individuel pour les aider à se préparer, pour aussi leur dire, ils veulent dire, je ne comprends pas ce que la personne va venir là-bas, et on leur explique assez rapidement, ou si elles disent, je voudrais dire cela, mais je ne sais pas très bien comment le dire, on peut les aider. Donc on peut aussi vraiment penser à cet accompagnement de façon très forte pour aider ceux qui ont le plus de difficultés face à ces modes de participation à ne pas être laissés de côté. Ça, je pense que c'est éducation permanente à la citoyenneté, 2, accompagnement sur les moments de participation, et parfois avec un accompagnement très proche, et 3, et c'est là que ça revient à ma réponse par rapport au référendum banalisé, c'est qu'on est d'autant plus motivé dans son apprentissage quand on voit son bénéfice immédiat. Et donc plus vous aurez l'opportunité de participer, et plus on vous demandera votre avis, plus vous aurez envie de comprendre les choses de mon point de vue. Il n'y a rien de pire que d'apprendre une langue étrangère sans jamais la pratiquer. Il n'y a rien de pire que d'apprendre la citoyenneté en la pratiquant une fois tous les 5 ans en cochant une case dans un bulletin de vote. Et donc, si on augmente les moments où on pratique sa citoyenneté, on va, à mon avis aussi, rendre plus efficaces les dispositifs d'éducation à la citoyenneté. Et c'est aussi, c'est ce qui semble ressortir par exemple en Autriche, où ils ont introduit le vote à 16 ans, et en introduisant le vote à 16 ans, ils ont pu intégrer plus immédiatement les cours de citoyenneté donnés en secondaire avec un rôle citoyen. Et on a constaté une augmentation très forte de la motivation et du suivi des
des étudiants, des élèves dans ces cours, parce que c'est quelque chose qu'ils font. On vous expliquait à quelqu'un de 16 ans, alors oui, peut-être que alors si tu as du bol à 18 ans, tu vas voter, si tu n'as pas de bol, tu auras eu 18 ans juste après une élection et tu voteras 4 ans après, ce sera 22 ans. Qu'est-ce que quelqu'un de 16 ans, on lui dit la première fois où tu pourras vraiment t'investir dans la vie collective, ça va être dans 6 ans. Et donc c'est aussi ça, et c'est vrai pour les jeunes, mais c'est pas vrai que pour les jeunes, et que vous mentionniez en disant, c'est quand on est touché par le système économique ou les structures de pouvoir qu'on va se bouger, et donc voilà, donc si on est plus proche, plus fréquemment amené à intervenir dans le processus, à mon avis, ça va améliorer l'efficacité des dispositifs d'éducation. Moi je dirais ça, éducation, accompagnement et pratique. Merci. Moi, je vous invite encore à une dernière question, parce que l'heure tourne. Alors, je vous propose, si vous avez encore d'autres questions, vous avez l'adresse mail de Jean-Thomas Millet, donc il sera, à mon avis, un plaisir de répondre. Maintenant, je vais prendre la dernière question. En fait, c'est c'est vraiment en relation avec Madame a souligné le fait qu'elle était gênée pour quelque part, elle demande de savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des systèmes qui permettraient d'éduquer et d'amener les gens à s'intéresser au sujet, etc. Et en fait, je pense que, pour revenir au référendum, qui est le principal sujet qui m'intéresse en fait, je pense que ce qui est important en fait, c'est de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, rien n'a été mis en place pour éduquer les citoyens, parce que ça n'intéresse pas du tout le monde politique que les gens soient éduqués à ces questions. Ça ne leur rend bien de pouvoir faire leur petite mélasse. Oh, pardon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu. Bon, donc, ce qui est intéressant, peut-être effectivement, c'est de se rendre compte que tant que le référendum d'initiative sera institutionnel, on n'aura pas de choix de contraintes par rapport au monde politique, à part effectivement le rassemblement et les obliger quelque part à les pousser dans leur retranchement. Vous mentionniez tantôt qu'il y avait une politique dans le cadre d'un cheminement pour les gens qui arrivaient sur le territoire et qui devaient effectivement suivre pour pouvoir y rester. Ils n'ont pas eu le choix, le monde politique a été mis au pied du mur parce que les gens ils étaient là, donc ils étaient obligés. Nous, c'est la même chose, on n'a aucun. Monsieur, excusez-moi, vous avez une question parce que dans le timing, on va respecter. Donc, je demande à de dernières personnes qui ont une question, on les prenne toutes ensemble, et puis on laisse la parole au professeur pour pouvoir respecter tout le monde, parce que je crois qu'il y a des gens qui se sont déplacés et il faudrait bien poser une question. Donc, je pense que Madame, vous vouliez poser une question? Non, je faisais simplement remarquer qu'on n'entendait pas. Ah, excusez-moi. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée une ou deux dernières questions brèves et on les prend les toutes et le professeur donnera, si possible, un élément de réponse. C'est bref. Donc c'est peut-être s'interroger sur aussi... Une question, d'accord, une question. Est-ce que, merci pour votre exposé, le fait que vous parlez de la politique, l'économie, la finance, l'Europe, la mondialisation a un impact fort sur le fait qu'on est complètement bloqué et il me semble qu'on est pratiquement dans un cul-de-sac, parce qu'on ne se parle pas que pour la Belgique, mais il y a l'Europe, il y a le monde, et comment vous voyez en question, comment vous voyez ce déblocage, parce que à mon avis c'est une partie aussi de l'équation qui est difficile à résoudre. Merci pour votre question. Oui, voilà, je voudrais savoir aussi, au niveau du Parlement citoyen qui existe maintenant dans la partie germanophone, qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a quand même... Et une bronche, je voudrais vous demander, puisqu'on est tous des citoyens, pourquoi Madame a parlé de syndicats? On sait que les syndicats, les partis politiques sont tous, évidemment, ils alimentent au niveau financier, justement. Pourquoi on n'a pas créé des banques, créé des mutuelles ou des syndicats citoyens? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Dernière question. Oui, est-ce que la démocratie n'est tout simplement pas un outil, et le référendum est une façon de se priver de cet outil qui peut produire différents résultats? Oui, moi je voudrais simplement savoir pourquoi est-ce que les politiques actuellement veulent absolument garder cette emprise et ont tellement peur d'avoir de nouvelles élections, parce qu'on a l'impression qu'ils poussent et qu'ils poussent
le fait qu'il pourrait y avoir des élections. Donc moi, je veux savoir, finalement, pourquoi on accepte que cette situation perdure. Ça va? Vous avez quelque chose? Moi, je suis parfois étonné de voir le manque d'intérêt des médias pour la politique, retransmission de commissions, de questions parlementaires, etc. Pourquoi est-ce que les médias en eux-mêmes ne vont pas plus faire la politique pour les diffuser dans le public? Ça intéresserait peut-être aussi. Merci. Ok, bonne question. Oui, je pense que l'un des lieux du problème, c'est effectivement que la réappropriation de la politique par le citoyen suppose une relocalisation. C'est-à-dire que ça suppose de repartir vers des échelles plus basses, pas uniquement, mais notamment vers des échelles plus basses, et plus difficilement de penser les choses au niveau international. Et donc ça c'est compliqué. Il n'y a pas de solution idéale. Je pense qu'on peut, jusqu'à un certain niveau, on peut se permettre d'avoir des outils de participation collective unifiés, mais qu'à un moment donné, il va falloir réarticuler entre unités de décision, c'est-à-dire entre États, entre régions, etc. Moi, je ne suis pas très confiant dans les idées de Parlement mondial ou ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose. Je comprends bien que ce soit nécessaire. Pour moi, là, on va passer plus dans l'intergouvernemental. Je ne vois pas très bien comment on va permettre une réelle participation citoyenne à ce niveau. Par contre, si on renforce très fortement la démocratie à l'intérieur des États et des régions et qu'on contrôle mieux ce qui se passe à ce niveau-là, je pense qu'on pourra plus facilement avoir un débat européen qui fonctionne mieux parce que les parlements nationaux et régionaux demanderont aux citoyens d'intervenir dans la position de leur État au niveau européen ou au niveau international. Donc moi, je pense qu'il faut redémocratiser à la base et mieux contrôler ce que les personnes qu'on délègue pour aller participer à des décisions internationales font. Moi, voilà, c'est une erreur. Ça, c'était la question de votre côté. Il y avait une question sur le blocage maintenant. Pourquoi ça bloque maintenant? Parce que je pense qu'ils se disent que ça ne va rien changer. Et parce que je pense ce qui n'est pas faux, hein, je pense qu'effectivement, si on revotait maintenant, ça ne changerait pas fondamentalement les résultats électoraux. Mais ce qui devrait, de mon point de vue, et j'en reviens sur les législateurs, amener à penser en dehors des schémas traditionnels. Et se dire, ben, si ça bloque pour former un gouvernement par les méthodes classiques, c'est peut-être le moment de mettre à la une réflexion citoyenne ou une réflexion plus large sur comment diversifier notre modèle démocratique pour que ce ne soit pas élection, formation de gouvernement, ça ne marche pas, élection, formation de gouvernement, ça marche, élection, voilà, sortir de ce schéma un peu trop simple. Et donc ça, pourquoi, alors qu'on est en situation de crise, on ne pense pas à cette piste de solution-là, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'interprétation qu'il y a eu une demande citoyenne aux dernières élections pour réformer la démocratie. Ils ont l'impression que d'autres demandes n'ont pas fait. Voilà, je propose. Oui. J'avais médias. Les médias, je pense que les médias font beaucoup d'efforts, mais qu'ils font aussi beaucoup d'efforts pour faire de l'audience. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux missions d'un média public. Je pense qu'il faut qu'on accepte qu'un média public n'est pas là pour ne faire que des formats d'émissions qui soient rentables. Donc voilà, si effectivement on estime que c'est nécessaire que le média public investisse dans un suivi de la politique plus important, il faut lui en donner les moyens, pas attendre que ça s'autofinance par la publicité ou qu'il fonctionne de cette manière-là. Et alors sur les banques citoyennes, etc., je ne suis pas les syndicats citoyens, je pense que ce n'est pas un problème, je pense que c'est faisable, hein. Il y a des banques citoyennes qui émergent, il y a des mouvements citoyens qui émergent. Par contre, là où vous avez raison, c'est que on a un système qui, en termes de financement public d'une série de choses, est un peu trop cadenassé, que ce soit pour les syndicats, que ce soit pour les partis politiques. Et donc je pense que ça, c'est un des éléments qu'on doit repenser fondamentalement, ne pas avoir un système de dotation publique à l'égard des partis politiques, d'accès aux médias à l'égard des partis politiques, et de la même manière pour les syndicats, qui soit uniquement en faveur de ceux qui sont déjà en place au Parlement. Donc je pense qu'il faut un système qui permette et qui soutienne
des nouveaux mouvements de façon plus rapide et avec un écart entre ce que reçoit la NVA d'un côté et un tout petit parti qui n'a pas d'élu, voire qui n'a qu'un élu. Je pense qu'on va repenser. Et d'autres pays ont des systèmes plus fluides. La France a un système beaucoup plus fluide qui permet à de nouveaux mouvements politiques d'émerger plus facilement dans le système français par parfait. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on pense les choses. C'est que le financement public part d'une bonne idée qui est de combattre la corruption, mais a une conséquence qui est qu'on ferme le système. Je ne sais plus si j'ai sûrement oublié certaines personnes, mais je ne sais plus. Le Parlement citoyen. Ah oui, le Parlement citoyen. Pour l'instant, je ne pense pas grand-chose parce que malheureusement, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je suis curieux de voir, je fais partie du comité de suivi de ce Parlement citoyen, donc il y a un comité de suivi composé de différents professeurs d'université. Et pour l'instant, il a été bloqué par la situation actuelle et s'est juste réuni de façon virtuelle. Ça, par contre, c'est un vrai enjeu. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai des collègues, notamment en Finlande, qui travaillent sur est-ce qu'il faut qu'on aille vers, est-ce qu'il faut qu'on combine délibération citoyenne et Internet, fondamentalement. Est-ce que les mesures d'urgence qui ont été prises à cause du Covid, le Parlement citoyen écossais se réunit uniquement de façon virtuelle? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut qu'on le pense? Je dirais que ce n'est pas quelque chose auquel on avait beaucoup travaillé, c'est soit que c'est de la e-démocratie, soit que c'est du tirage au sort, on n'avait pas beaucoup mis les deux ensemble, donc ça c'est... donc pour la communauté germanophone, je leur laisse... je trouve que c'est une bonne idée, mais je suis curieux de voir comment elle va fonctionner, même si pour moi c'est plus comparable à ce qu'on peut faire dans une commune que à ce qu'on peut faire dans une région. Hein. C'est quand même que 60 000 personnes, pas plus de moins la même chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes peut-être, j'en suis désolé. N'hésitez pas à venir m'en parler si j'ai oublié, à m'envoyer des emails ou à me contacter d'une autre manière. Je suis pas sûr d'avoir retenu tout le monde. Oui, il y avait la question du référendum citoyen. Oui, je suis d'accord avec vous que je pense qu'il faut qu'on facilite l'initiative citoyenne pour le référendum pour permettre. Mais en même temps, au niveau communal, par exemple, l'initiative citoyenne n'est pas très complexe. Et pour autant, il y a très peu d'initiatives aussi. Donc il y a aussi une réflexion là-dessus. Pourquoi on n'arrive pas à constituer de façon plus efficace des collectifs citoyens qui atteignent le nombre de signatures pour pouvoir forcer une consultation populaire. C'est faisable, ça arrive, mais à mon avis, ça devrait pouvoir se faire de façon plus efficace, parce que par exemple, les seuils en Suisse ne sont pas tellement plus bas que ce qu'ils ne sont chez nous, et pourtant c'est beaucoup plus fréquent d'avoir une votation qui est imposée par un ensemble de signataires. Les seuils ne sont pas très différents. Donc il y a aussi une question d'habitude démocratique. C'est évident qu'on a un citoyen suisse qui se fait interpeller en rue par des tas d'associations qui leur disent de soutenir la votation d'un tel, soutenir la votation d'un tel. Donc il y a aussi un élément de cette nature-là, qui est plus difficile en Belgique, où les gens sont plus méfiants, mais non, mais vous êtes qui? Je ne suis pas sûr de vraiment vouloir soutenir cette idée-là. Et en plus, de toute façon, c'est absolument pas contraignant. Oui, alors par exemple, après il y a la question d'être contraignant ou pas, mais là je suis d'accord avec vous, il faut qu'on aille vers quelque chose de contraignant. Oui, parce que sinon, finalement, ça va pas mettre... Tout à l'heure, j'avais pris la parole, je me suis dit que j'étais un peu long. Donc, on a formalisé ma question, de manière à ce que ce soit plus clair. La question, c'était quelle est votre critique qu'on peut apporter à un référendum qui serait d'initiative institutionnelle par rapport à un référendum qui aurait toute la légitimité, puisqu'il serait d'initiative citoyenne. Oui. Vous comprenez? Je comprends. Mais moi, je pense que les deux outils sont nécessaires. Je pense que ça doit devenir aussi une pratique démocratique que, par exemple, une majorité communale qui se mette en place pense immédiatement, voici tous les éléments qu'on va soumettre à un référendum durant notre mandature. Parce qu'on est là pour 6 ans et que cette idée de qu'on a un blanc-seing pour 6 ans ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut garder les deux, que les deux ont une légitimité s'ils sont pris au sérieux. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important, qui doit faire partie du dispositif. Voilà, moi je venais juste de le placer. Et l'autre élément, c'est qu'il faut aussi réfléchir, tout ce qui est d'initiative citoyenne dans les référendums n'est pas forcément exclu de l'institutionnel. Les partis d'opposition vont très rapidement y voir une manière de faire de la politique aussi. Et donc c'est aussi un peu l'institutionnel. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les pays, c'est qu'un parti d'opposition sait que, certes, il n'a pas les 50% pour voter au Parlement, mais il a une capacité de mobilisation qui fait que 10% de la population qui signe, il y arrive, et ça lui permet de faire passer une part de son programme, ou en tout cas de le mettre à l'agenda. Donc c'est aussi plus perméable que ce qu'on a parfois l'impression. Ce n'est pas deux mondes séparés, c'est deux manières d'amener le référendum qui, pour moi, doivent être importantes et doivent être activées toutes les deux. Voilà.
Voilà, eh bien, je pense qu'il est temps de remercier le professeur Pilleux pour son brillant exposé. Et nous espérons que le livre va sortir bientôt. On espère que l'éditeur va arrêter de s'asseoir dessus et l'idée, comme il espère plus de couverture médiatique, il voudrait le sortir quand il se passe soit un nouveau gouvernement, soit de nouvelles élections. Et donc ça, s'y est dessus en attendant. Donc même nous, on est bloqués par les considérations commerciales de l'éditeur. Voilà, en tout cas, sachez que nous l'attendons avec impatience. Et donc, un tout grand merci au professeur Pillet. Je pense que les informations que nous avons eues aujourd'hui vont chacun nous aider dans nos actions respectives. Et si je peux faire une petite conclusion, c'est simplement en tout cas c'est une observation personnelle, c'est que ce que le professeur Pillet a exposé aujourd'hui, eh bien on le ressent très fort lorsque on analyse un petit peu le paysage des mouvements, des associations citoyennes, où on a chacun un petit peu nos spécificités. Certains c'est le RIC, certains ce sont les pétitions, d'autres les actions sur le terrain, d'autres les actions plus politiques avec des présentations de listes, etc. Et donc, on a chacun un petit peu nos spécificités, mais on vient de voir que finalement, le modèle entre guillemets idéal, eh bien, ça reprend un peu tout ça. D'où je suis personnellement conforté dans l'idée que nous devons travailler ensemble. Nous avons chacun des expertises, nous avons chacun des spécificités, nous avons chacun des choses qui nous tiennent à cœur, que nous croyons bonnes pour la démocratie. Et donc je pense qu'on a vu juste en se réunissant, et j'espère qu'il y aura un suivi à ce propos-là. Une dernière chose maintenant, mais là je prends en plus ma casquette de collectif citoyen, puisqu'il y a quand même une grande partie de membres ici collectif citoyen. Je pense que là aussi, on peut s'encourager parce qu'on est sur le bon chemin. Le professeur Pillet nous a confirmé qu'en fait, le travail le plus efficace était certainement sur le pouvoir le plus proche du citoyen. Alors vous savez qu'on travaille énormément et on essaie de créer des mouvements locaux. Ça c'est une chose. Et enfin, il y a aussi, on en a parlé assez longuement, le fait qu'il y a tout un apprentissage à faire de la citoyenneté et de la participation. Et là aussi, on essaye, tant bien que mal, de travailler, notamment avec la SBL, proche du collectif qui est récite.be, pour essayer justement de sensibiliser la population à la participation, et on organise des séries de conférences et des séries d'exercices pour favoriser cette participation. Voilà. On clôture ici cette première partie de la journée qui aurait pu effectivement durer plus longtemps parce qu'il y a tant la matière est vaste et tant l'information qui nous a été donnée est intéressante. Maintenant,